Bonjour, mon nom est Marc Proulx. Vous écoutez La pédagogie du cœur. Bienveillance et résilience au service de l'apprentissage. Martine Latulippe a publié un premier roman intitulé Camille en 1996. 3 ans plus tard, elle publiait un premier roman jeunesse. Depuis, les publications ont été nombreuses. Elle est devenue rapidement une auteure incontournable en littérature jeunesse. Ses livres sont lus et étudiés dans de nombreuses écoles partout au Canada, tant par les élèves du primaire que par ceux du secondaire. Quand j'ai souhaité aborder la question de la littérature jeunesse, vous comprendrez facilement pourquoi j'ai pensé à l'inviter à ce micro. Bonjour Martine Latulippe. Bonjour Marc. Ça va bien? Très bien, merci. Écoute, je veux commencer par te remercier de m'accorder du temps et je veux aussi commencer par préciser pour les auditeurs, il y en a probablement qui sont un peu amusés de nous entendre nous parler comme ça, mais que ce soit clair tout le monde, là, t'es ma conjointe. Ça fait plusieurs années qu'on est ensemble, on a des enfants en commun. J'imagine que tu places ça pour dire qu'on se voira pas, Marc. Exactement, je pense que ça va apparaître beaucoup plus naturel qu'on se tutoie pendant l'entrevue aujourd'hui. Alors Martine, plongeons tout de suite d'une certaine façon dans le monde scolaire. J'aimerais ça que tu nous rappelles un peu comment les choses se sont passées pour toi dans le monde scolaire en tant qu'élève. J'étais pas une élève qui prenait beaucoup de place, qui faisait beaucoup de bruit. J'aimais beaucoup lire, évidemment, sans surprise, beaucoup écrire. J'étais assez timide aussi. Donc, faire un exposé oral, par exemple, c'était vraiment là une épreuve terrible. Là, j'avais mal au ventre pendant des jours avant, puis j'aurais jamais pu penser que je ferais des ateliers en classe dans la vie. Tu nous as déjà parlé un peu de la place de la lecture, justement. Est-ce que tu te souviens de quelle façon la lecture est entrée dans ton monde, dans ta vie? D'aussi loin que je me souvienne, je lisais, j'aimais lire. Comme je le disais, j'étais un peu timide, donc souvent, j'avais besoin de me retirer un petit peu. Il y avait une gang de cousins chez nous qui venaient jouer, puis tout ça. Oups, ça m'a donné, je montais dans ma chambre lire. Puis là, je parle pas de lire des grands classiques. Là, j'allais lire un Archie. J'avais juste besoin de me poser un peu dans la fiction, tu sais, de prendre un peu de recul. J'avais toujours hâte au vendredi soir, j'allais faire le plein de livres à la bibliothèque municipale pour la semaine. Donc, ça a toujours été là, ce goût-là, cette espèce de presque de refuge, là, je dirais, dans la lecture. Oui. Donc, c'était assez naturel de diriger vers des études en littérature. Je dirais que oui, parce que c'est ce qui m'intéressait le plus. Depuis que j'étais tout petite, que je rêvais d'écrire, mais est-ce que c'était vraiment un métier? Est-ce que on pouvait sérieusement envisager ça, tu sais, comme avenue d'études? Mais c'est tellement ce qui m'intéressait que pour moi, ça allait de soi que j'allais en littérature. Il y a le fait aussi que, moi, quand j'étais jeune, là, ça fait longtemps, j'ai 51 ans aujourd'hui, le primaire remonte assez loin. Il n'y avait pas de rencontre d'auteurs comme il y a maintenant dans les écoles. Bien sûr. Aujourd'hui, ça rend tout ça très concret. Moi, quand je rencontre les jeunes, je me fais un plaisir de leur expliquer que oui, c'est mon métier, c'est mon seul métier, que j'ai des amis qui sont illustrateurs, illustratrices, c'est leur seul travail, de présenter ça comme des vrais emplois, comme les autres. Quand j'étais jeune, j'avais pas ça. Je me souviens même pas d'avoir pensé, quand je lisais les livres que j'aimais, c'est qui cet auteur-là? Il habite dans quel pays? Aujourd'hui, je trouve que les jeunes ont un accès beaucoup plus immédiat à ça. On te connaît aujourd'hui beaucoup pour ta production en littérature jeunesse. Pourtant, ta première publication, c'est pas du tout du côté de la littérature jeunesse. C'était déjà de la fiction. C'était un roman, mais c'était pas du tout un roman qui s'adressait à un jeune public. C'était le roman Camille, là, pour le nommer, au point de départ. Qu'est-ce qui t'a amené, après cette première publication-là, à bifurquer puis à aller vers un projet en littérature jeunesse? Je dirais que c'est la présence d'enfants dans ma vie, pas moi personnellement, mais quand ma nièce est née, Roxane, j'avais déjà l'habitude, comme je le disais, d'inventer des histoires au terrain de jeu puis tout ça, mais j'avais pas pensé que ce serait un métier auteur jeunesse. Donc, premier roman pour adultes, ça allait de soi. Ce que j'écrivais, les nouvelles, c'était très sombre, très noir. J'avais pas encore écrit de jeunesse. Quand Roxane a commencé à vieillir, là, je me faisais un plaisir de lui inventer des histoires dans lesquelles il y avait souvent un personnage qui s'appelait Roxane. Et pour lui faire plaisir, j'ai écrit Simon l'espion amoureux, qui a été mon premier roman jeunesse. Et c'est venu aussi parce que à l'époque, je faisais beaucoup de radio communautaire, j'animais des émissions, je recevais de la littérature jeunesse, j'en parlais, et je lisais ça avec un plaisir incroyable. Je me disais,
on oublie à quel point c'est agréable parce que justement, moi, quand j'étais jeune, il n'y avait pas tellement de littérature jeunesse québécoise dans laquelle je pouvais me reconnaître. La courte échelle est arrivée après, puis tout ça. Puis je lisais ça, puis je me disais, mon Dieu, j'aurais aimé ça avoir des livres comme ça quand j'étais ado. J'aurais aimé ça avoir des univers qui me ressemblent, dans lesquels je me retrouve. Au mois d'août 2002 paraissait le premier titre de la série Julie, qui compte maintenant 10 livres. C'était une première incursion dans le monde des légendes québécoises et de nombreuses ont suivi pour faire de Martine Latulippe une référence dans le domaine. C'est vraiment un domaine qui me fascine, qui m'intrigue toujours, que je connaissais pas tant que ça, mais j'ai travaillé, comme je le disais, dans des camps de vacances, puis le soir, j'aimais bien raconter des légendes à mes campeurs. Donc, j'avais des livres de légendes dans lesquels je fouillais, puis le soir, sur la grève, je leur racontais une légende. Chaque fois, c'était automatique. Est-ce qu'on va en avoir une autre demain? Est-ce que tu veux nous en raconter une autre? Je sentais bien à quel point j'étais pas toute seule à être fascinée par ça. À l'époque, la légende était beaucoup moins commune qu'aujourd'hui, je dirais, en tout cas moins popularisée. Tu sais, aujourd'hui, il y a des chansons, bon, mes aïeux font des légendes, il y a les contes avec Fred Pellerin. Je trouve qu'il y a une belle effervescence dans le milieu contes et légendes, il y a des festivals, mais quand j'avais 17-18 ans, c'est pas quelque chose dont on parlait beaucoup, les légendes du Québec. Et je me disais, si on n'en parle pas aux jeunes lecteurs, ça va finir par disparaître, on les connaîtra plus, la Corriveau, les Feux Follets, c'est tous ces personnages-là, Alexis le Trotteur, que je trouvais merveilleux, puis c'est notre imaginaire, mais au-delà de ça, c'est notre histoire, c'est notre culture. Quand j'ai commencé à publier en jeunesse, ben cette idée-là m'est revenue parce qu'évidemment c'est un beau public pour aborder tout ce qui est imaginaire et fantastique. Et je me fais un malin plaisir de raconter les légendes, mais de toujours essayer de placer un petit quelque chose qui est vraiment justement qui fait référence à notre histoire. Tu sais, dans la légende de la Dame Blanche, ben je parle de la bataille de la chute Montmorency qui a vraiment eu lieu en 1759. Le bonhomme Setter, je parle des origines de cette légende-là avec le Bone Setter. Bien sûr. Alexis le Trotteur. Tu sais, j'essaye vraiment de toujours relier la légende à l'histoire du Québec. Donc, pour moi, c'était un plaisir que je me faisais avec les Julie d'aborder une à une les légendes du Québec. Rendu à 10, on a fait un gros recueil, on a tout relié ça, et les éditions Ouzou m'ont contacté, une maison d'édition française qui souhaitait s'établir au Québec, et j'ai rencontré la directrice littéraire qui m'a proposé de faire une série pour les plus petits, les petits classiques, dans laquelle je raconterais seulement la légende. Donc là, il y a plus de Julie, c'est vraiment la légende du Québec. Et ben évidemment, il y a des légendes que je connaissais déjà, mais il y en a d'autres dont je pouvais pas parler. La Corriveau, impossible de parler de ça à des jeunes lecteurs de 5 ans. Il y a pas moyen de trouver un angle. Je peux pas adoucir la femme qui tue ses maris, ça me semble difficile. Mais sérieusement, j'ai embarqué donc dans ce projet-là, et si on est rendu au-delà de 15 livres sur les légendes, seulement pour Ouzou, plus ceux de Julie. C'est un univers sans fin, ça n'a pas de bon sens. Chaque fois que je lis une légende, j'en apprends un peu sur d'autres légendes. Je rencontre des gens, il y en a qui viennent me voir selon du livre, qui me disent « Hey, t'as pas parlé de telle légende de notre coin de pays, j'ai tout de suite envie de le faire. » Je voyage. J'ai eu le plaisir de visiter Anticosti cet été. Oui. Je suis revenue en me disant, mon Dieu, il faut raconter la légende du sorcier Gamache. Donc, c'est quelque chose, c'est vrai que je suis pas une spécialiste, là, par rapport à plein d'ethnologues puis d'historiens puis tout ça, mais c'est un domaine que je connais bien puis que j'ai beaucoup de plaisir à explorer puis à partager, surtout, avec les jeunes. Quand je raconte des légendes en classe, j'ai l'impression que je pourrais passer l'heure complète à raconter des légendes. Les élèves adorent ça, effectivement. C'est fascinant, ces histoires-là ont traversé les siècles. C'est des histoires qu'on se raconte depuis des centaines d'années. Il faut qu'il y ait quelque chose de fort là-dedans, tu sais, qui nous rejoigne. Martine Latulippe a collaboré à l'élaboration de la section consacrée au texte narratif du cahier Écho 2 chez Pearson RP. Je lui ai demandé comment s'était passée cette collaboration qui la rapproche encore plus du monde scolaire. J'étais très touchée d'abord. Hein? On a toujours un peu le syndrome de l'imposteur. Là. De la même façon, il y a quelques années, le ministère de l'Éducation m'avait demandé d'écrire l'examen final de fin d'année, là, le texte. Puis je me revoyais petite en train de faire cet examen-là puis d'être stressée. Jamais j'aurais pu croire qu'un jour, je ferais le texte de cet examen-là. Je trouvais ça beau, je trouvais ça touchant pour l'élève timide que j'étais de se retrouver aujourd'hui dans le cahier. Et j'ai eu un plaisir fou à faire ça. C'était un peu... on voit ça des fois dans les revues, là. Tu sais, il invite quelqu'un à être rédacteur en chef d'un jour. Oui. Donc,
Donc, non seulement j'écrivais les petites présentations tout ça, mais vraiment, je participais aussi à choisir les textes. Je pouvais aller avec des textes que j'aime, présenter des extraits de romans que j'aime, que j'ai envie de partager avec les jeunes. Je me suis vraiment appliquée à trouver des textes là, tu sais, qui pouvaient les intriguer. Et t'as collaboré aussi à d'autres projets qui sont directement liés, ou en tout cas qui se retrouvent certainement souvent dans les écoles. Je pense ici au projet Non aux étiquettes. C'est un projet qui est très réconfortant pour ces jeunes-là de pouvoir lire les témoignages de personnes qui sont passées parfois par les mêmes choses qu'eux autres. Ils peuvent se reconnaître là-dedans. Oui, tout à fait. Puis encore là, c'était une commande, là, entre guillemets. C'était vraiment quelqu'un qui est venu vers moi pour me demander d'écrire ce livre-là pour le compte de l'Institut des troubles d'apprentissage. Il y a le portrait de la personne, elle donne des conseils. Si elle fait de la dyscalculie, de la dysorthographie, qu'est-ce qui m'a donné confiance? C'est quoi mes trucs pour gérer mon stress? C'est très concret, encore une fois. Et c'est beau de voir à quel point les jeunes dans les classes réagissent à ça. Je suis pas une spécialiste des troubles d'apprentissage, mais mon rôle, c'était d'écouter ce que la personne dit, de le rendre accessible pour un jeune public, de rendre ça intéressant, de faire en sorte qu'il ait envie de lire ça. Et le plus bel exemple que j'étais dans une classe au primaire, je présente ce livre-là, j'en parle, puis il y a une petite fille qui bondit là de son siège, la main levée, puis tu sais, elle veut intervenir. Là, je dis oui. Elle dit moi j'ai un TDA comme dans ton livre, mais tellement contente de me dire qu'elle a un TDA. Puis je me disais, c'est merveilleux, juste pour ça, il faut écrire ces livres-là. Imagine cette jeune-là, plutôt que d'être un poids, d'être une étiquette, était fière de me dire « je suis comme dans ton livre ». Il y a une autre série dont j'avais envie de parler, une série qui porte sur les émotions que tu signes avec Nathalie Parent, qui est psychologue. Oui. Mais j'aimerais ça que tu nous parles un peu du concept, du principe de cette série-là. Là, je sais qu'il y en a 2 nouveaux qui viennent tout juste de paraître. Tout à fait. C'est chez Guy Saint-Jean Éditeur, donc une série sur les émotions. Nathalie est maman de 3 filles. Moi, j'ai 2 enfants aussi. Et on se disait, on avait des grosses discussions. On se disait, mon Dieu, que c'est beaucoup d'émotions. Tu sais, quand les enfants sont jeunes, puis tout ça. Puis Nathalie, comme psychologue, évidemment, elle est complètement plongée là-dedans. Et on a eu l'idée de faire ensemble ce projet-là. Moi, j'écris une fiction, donc sur une émotion. On a parlé déjà de la colère, la tristesse, la peur, l'envie. Les 2 nouveaux, c'est le deuil, la peine causée par le deuil et l'anxiété. Donc, moi, j'écris une histoire qui est vraiment dans un milieu très familier aux jeunes lecteurs. Donc, ça peut se passer dans un service de garde, à l'école, à la maison, au parc. Et je parle d'une émotion. On va parler de l'anxiété, par exemple. Timothée change d'école, il est super anxieux, il a peur de comment ça va se passer. J'invente une histoire autour de ça, qui est faite pour être lue peut-être par le parent, par l'éducatrice, par l'éducateur ou par l'enfant s'il lit déjà, mais vraiment, ça se lit très bien à haute voix. Et Nathalie fait toute une section guide aux parents, guide à l'usage des parents. Elle donne des conseils, des idées de jeu, des questions pour faire mieux profiter de la lecture. Je pense que c'est un outil qui peut être vraiment aidant quand on traverse des moments difficiles. Puis le message qu'on veut passer, c'est qu'avoir des émotions, c'est pas négatif. Oui. Donc, comment gérer ces émotions, c'est vraiment ça l'idée du projet. Puis je trouve ça le fun parce que j'aurais pu faire une fiction là-dessus, mais ça aurait jamais été aussi complet qu'avec tout ce que Nathalie apporte, ce que nos superbes illustrateurs apportent. Là, on a vraiment eu la chance de travailler avec des gens de grand talent. Je pense à Catherine Petit qui a fait les 2 derniers. Donc, c'était vraiment ça l'idée, que ça devienne un outil pour établir une communication qui va déborder inévitablement du livre, mais c'est un bon point de départ. C'est ainsi que se termine la première partie de l'entrevue que m'a accordée Martine Latulippe. Dans le prochain épisode, il sera question, entre autres, de bienveillance, de rencontres d'auteurs et de quelques bonnes idées à partager.